Bien, eh bien, nous avons maintenant, après Florian Philippot, un deuxième grand invité en la personne de Sylvain Ferreira, avec qui on va passer un bon moment, hein. On va prendre notre temps, on va rigoler peut-être un peu aussi. Allez, bonjour mon cher Sylvain et bienvenue. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, il n'y a pas obligatoirement grand motif à rire, mais bon, on arrive toujours à trouver et puis on a du temps, donc on va le prendre. C'est un plaisir à chaque fois de t'avoir parmi nous dans ces matinales de géopolitique profonde le mardi. Alors, par quoi commencer? Est-ce que tu préfères Bah, négocier je vais faire le pont avec ce que vient de dire Florian? Florian Philippot, si tu le veux bien, Bien, sur la liberté d'expression, d'accord. puisque depuis dimanche, je me retrouve dans une petite tornade médiatique Oui, sur les réseaux. Donc, j'ai accepté il y a plus d'un mois de ça l'invitation de la section égalité-réconciliation de Lille pour venir faire une conférence. Bon, ça tombe le 13 décembre aussi, pour parler de la situation de la guerre en Ukraine. On a fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait des petits supports de com, une affiche, etc. Les gens de la section ER de Lille ont posté cette affiche et bon, il y a eu comme d'habitude hein, tous les petits trolls NAFO qui sont venus pester, hurler, appeler à la censure. Hein, déjà, c'est ça qui était pas mal, c'était de voir en plus, comme d'habitude, des gens très courageux sous le couvert de l'anonymat. Et parmi les relais de ces gens-là, s'est trouvé, j'ai découvert ça dimanche dans le cours de la soirée, Madame Ala Poédi pour venir Oh, supplier le préfet du Nord de faire interdire cette conférence sous prétexte de je ne sais quoi. Hein. Madame Alapoedi est en train de nous dire depuis un moment que la France est revenue à l'époque du maréchal Pétain, contrairement à l'Ukraine, cette vierge totalement pure, etc. En nous disant d'ailleurs que ici c'était pire que ce qui se passe en Ukraine avec Stéphane Bandera. Enfin bon, bref, du révisionnisme qui mériterait déjà si on appliquait la loi Guesso à Madame Alapoedi, hein, c'est de la négation de crimes contre l'humanité, hein, ce qu'elle nous dit à propos de Stéphane Bandera, je le rappelle. Donc, on attend que le parquet se saisisse de ses propos pour nous la ramener peut-être un petit peu à la raison, si c'est possible. Hein. Mais en tout cas, donc elle, malgré tout ça, elle vient s'ériger en donneuse de leçons et surtout en lanceuse d'alerte pour dire mais comment peut-on faire une conférence qui s'intitule, et c'est ça qui doit vraiment la mettre hors d'elle, comme tous les petits trolls NAFO qui la suivent et qui lui ont relayé cette information, qui s'appelle l'inévitable victoire russe, parce que bah, c'est vers cette victoire qu'on se dirige depuis le premier jour. Hein. Xavier Moreau a fait son livre sur pourquoi la Russie a-t-elle gagné la guerre, etc. Voilà, le rapport de force est tel depuis le départ que même avec tout ce que l'OTAN, les États-Unis ont pu faire, on voit le résultat au bout de 3 ans et demi. L'Ukraine est au bord de l'effondrement, sa population est exsangue, son économie est tenue à bout de bras par des subsides de pays étrangers qui, si demain ne sont plus versés, le pays s'effondrera encore plus vite. Mais on n'a pas le droit d'intituler une conférence l'inévitable victoire russe. Et surtout, il ne faut pas qu'elle ait lieu, il faut censurer. Alors moi, je ne sais pas au nom de quoi, hein, parce que tous les propos que je tiens sur l'Ukraine, ils sont publics depuis 3 ans. Ça m'a d'ailleurs déjà coûté assez cher, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Donc voilà, c'est absolument lamentable qu'on ait encore ce genre de comportement. Et puis de voir surtout, parce que Madame Alapoedi soit dans ce genre de choses, je le disais en préambule, hein, quand on voit ce qu'elle dit de Stéphane Bandera, elle est dans finalement sa droite ligne. Maintenant qu'il y ait autant de gens en France qui soient là à essayer de la soutenir, à lui donner ce genre d'informations bien planquées derrière leur compte anonyme. Et c'est là qu'on est dans toute la problématique de ce qu'évoquait Florian Philippot sur l'identité numérique. C'est-à-dire que on sait à quoi ça doit servir pour nous censurer, mais néanmoins, de l'autre côté, ça nous permettrait aussi de calmer un petit peu tous ces gens qui n'ont de courage que celui de se mettre devant leur clavier en camouflant leurs identités
pour détruire les réputations des autres, etc. Parce que ça aussi, c'est un phénomène auquel on a assisté ces 3 dernières années, qui est absolument très, très grave et pour lequel on ne peut absolument rien faire à partir du moment où, bien sûr, on n'est pas dans le bon camp. Parce que j'imagine que si moi, je me cachais derrière un anonymat quelconque pour insulter Madame Alapoedi, il y a un juge d'instruction qui ferait vite sauter, enfin, qui demanderait vite à X ou à d'autres réseaux de faire sauter mon anonymat. Par contre, tous ceux qui se répandent hein, depuis 2022 pour détruire que ce soit Caroline Galacteros, moi-même, Philippe Migaud, enfin bref, tous les gens qui ont pris une position beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus dans l'analyse que la leur, hein, puisque eux commentent cette guerre comme on commenterait un match de football, et qu'ils participent à l'illusion que l'Ukraine aurait pu gagner cette guerre. Hein, c'est terrifiant. Eux, bien évidemment, si vous allez porter plainte, le juge d'instruction, il classera, enfin le parquet classera sans suite vos plaintes. Donc on est vraiment dans un grand, grand problème, à la fois de volonté de nous censurer encore une fois. Donc, si vous voulez m'entendre, faites comme certains. D'ailleurs, le bad buzz a un peu lui a un peu pété à la figure parce qu'il y a plein de gens qui sont venus lui dire dans les commentaires ah bah c'est gentil de nous prévenir, on n'était pas au courant, on pourra y aller pour écouter Sylvain. Le nord de la France le 13 décembre. Alors bon, je fais à la manifestation de Florian Philippot, je lui rappelle la phrase de Lénine, hein, malheureusement, la pluie est contre-révolutionnaire. Donc, vaut mieux qu'il fasse beau pour qu'une manifestation se déroule correctement. Mais voilà, donc si vous n'êtes pas à la manifestation le 13 décembre, eh ben, venez m'entendre auprès de la section égalité-réconciliation. J'ai répondu à leur invitation. Hein, je ne suis pas membre de l'association, mais je considère que des gens, tout comme je l'ai déjà dit sur d'autres antennes, si les gens du pôle de rénovation Renaissance communiste français veulent m'inviter à débattre, notamment avec Madame Annie Lacroix-Riz ou ce genre de choses, moi je suis pas dans le sectarisme, hein, je suis prêt à discuter avec tout le monde. Et là, cette section d'égalité et réconciliation semble suivre depuis un moment mon travail. Je sais qu'il y a, au début de la guerre en Ukraine, le site d'égalité et réconciliation qui reprenait certains des articles que j'écrivais sur Vue du droit avec Régis de Castelnau. Voilà, on a le droit de répondre positivement à des invitations de gens qui sont sérieux, pas forcément sur la même ligne que moi au niveau politique, mais en tout cas qui font eux aussi un travail de réinformation et qui veulent en apprendre plus en m'invitant ou en invitant d'autres gens. Donc voilà, si vous voulez venir, vous allez sur le compte X de la section nord d'égalité et réconciliation, vous verrez comment on fait pour s'inscrire. Voilà. Parce que bien évidemment, en plus, on a eu le droit de la part des NAFO, en plus de cette demande de censure de la part de Madame Alapoedi, enfin d'interdiction de se réunir, on verra si le préfet l'écoute ou pas. On a eu bien évidemment des gens qui sont venus nous menacer en disant ah bah c'est bien, on va essayer de trouver où ça se passe pour venir en gros vous casser la figure. Hein. Faut aussi le souligner. Voilà, et tout ça bien évidemment sous le couvert de l'anonymat le plus total. Toujours. L'intimidation, intimidation en France d'Ukrainiens ou en tout cas de personnes favorables justement au régime kievien ou otano-kievien. Il se berce d'illusions, semble-t-il, encore en France. Quand on écoute les médias, quand on écoute Zelensky, qui était hier à Paris, tout se passe bien sur le front. Oui, oh bah oui, il est venu nous sortir encore des contes de paix parce que bien évidemment les informations qu'il veut faire passer ne peuvent absolument pas prendre en compte le réel. Hein. Là, ça devient, c'est pour ça, je le répète à chaque bulletin de veille stratégique depuis maintenant quasiment la fin septembre, même mi-septembre, la guerre en Ukraine dans son aspect militaire ne fait plus partie des informations même traitées par LCI ou BFM, parce que, puisque maintenant Madame Alapoedi est sur BFM, parce que la réalité du terrain devient de plus en plus catastrophique. On a un front, alors déjà ils veulent pas accepter
parce qu'il y a eu des petits éléments ukrainiens isolés qui ont encore été retrouvés par les Russes au cours des 10 derniers jours. Ils ne voulaient pas accepter que Pokrovsk était tombé, puisqu'ils jouent sur les mots. Hein. Alors j'adore parce que ces gens-là n'ont aucune expérience militaire ni historique sur comment on qualifie la conquête d'une ville. Donc pour eux, il y avait encore 3-4 Ukrainiens, malheureusement pour ces Ukrainiens-là qui étaient isolés, perdus dans des caves ou ce genre de choses, qui ont été récupérés par les Russes à mesure qu'ils sécurisaient la ville. Hein, il faut bien voir, ça fait 10 jours qu'on a des images dans Pokrovsk de soldats russes qui se promènent, alors que on pourrait se dire, bah, si la ville n'est pas sécurisée, ils ne peuvent pas se balader comme on les voit. Ils sont presque l'arme à la bretelle. Ils parlent avec les rares civils qu'ils rencontrent, qui d'ailleurs les accueillent plutôt de manière extrêmement favorable. Hein. Oui. Ils parlent en russe avec eux et pas en ukrainien, puisqu'on est dans le Donbass. Bon, généralement, c'est des personnes plutôt sur plus de 50 ans, plus de 40 ans. Il n'y a plus de jeunes gens qui sont là depuis un moment. Mais on ne pourrait pas les voir se balader comme on les voit se balader dans différents quartiers de Pokrovsk si la ville n'était pas sous le contrôle de l'armée russe. Hein. Sinon, ils risqueraient justement de se faire tirer par un sniper ou ce genre de choses. Or, de tout ça, il n'est pas question. Et surtout, depuis la semaine dernière, tous les combats se déroulent à la périphérie de Pokrovsk, tout azimut, aussi bien vers Mirnograd pour continuer de pressurer la garnison qui tient de moins en moins d'espace de cette ville-là. Et puis depuis maintenant 4 jours environ, les Russes sont en train de partir vers l'ouest depuis Pokrovsk. Et là encore, si on s'y connaît un petit peu d'un point de vue militaire, on ne peut pas s'aventurer à lancer des opérations offensives vers l'extérieur d'une zone urbaine si elle n'est pas complètement sous votre contrôle, parce que vous risquez de voir votre logistique, vos renforts, etc., se faire prendre dans des pièges sur vos arrières. Donc tout ça symbolise. Alors moi, j'ai annoncé que cette ville, en fonction des rapports des différents comptes OSINT, était tombée le 11 ou 12 novembre. Qu'elle était maintenant en cours de sécurisation. Si des gens, alors là, il paraît que les Russes ont dit non, elle est tombée seulement officiellement hier. Bon, oui. Voilà. C'est annoncé là, en tout cas. La différence entre le 12 novembre et hier, elle est de toute façon à l'échelle de la guerre, c'est un pouillème. Et en plus de ça, en termes de réalité sur le terrain, ce delta d'une dizaine de jours n'a rien changé sur le terrain. Parce que si cette ville n'avait pas été contrôlée par les Russes, je le répète entièrement, à l'exception de quelques éléments isolés et sous forme d'absence d'unité combattante organisée, hein, c'est ça qu'il faut aussi entendre, eh bien les Russes n'auraient pas pu lancer toutes les opérations qu'ils ont lancées depuis cette ville. Donc à la fin, il y a des éléments d'observation logique qui brisent le narratif que tentent de jouer ces gens-là. Et alors le mieux avec Zelensky, c'est que lui, il vous dit carrément, alors là, on a parlé de Pokrovsk, il vous dit que Kupiansk a complètement été reconquis par l'armée ukrainienne. Bon, voilà. Alors, quand on regarde tous les comptes OSINT, sauf ceux de Deep State Map, qui ont été désormais complètement discrédités parce que les gars ont été contraints au début de l'année de se plier à ce que disait le grand état-major ukrainien, hein, l'état-major général. Sinon, leur canal était coupé. Donc eux, aujourd'hui, tout ce qui vous met en zone grise, vous savez que c'est contrôlé complètement par les Russes. Mais du coup, les gens ici en Occident, et alors bien évidemment, vous avez derrière en caisse de résonance maximale, qui permet encore à des gens justement de croire à ce narratif, vous avez comme d'habitude le plus grand désinformateur en France et en Occident, puisque c'est pareil en Angleterre sur Sky News ou BBC, c'était l'Institute for the Study of War de Madame Kagan et de sa famille, enfin de Madame Nuland et de la famille Kagan, pardon. C'est-à-dire que on vient encore nous dire ah mais oui mais vous savez les Russes ils n'ont pas pris tel ou tel truc parce que l'Institute for the Study of War nous dit que c'est pas vrai. Mais quand est-ce que vous allez déconnecter, parce que là ça fait 3 ans et demi que ça dure, quand est-ce que vous allez vous déconnecter de ce canal d'information? C'est-à-dire que c'est Madame Nuland qui est à l'origine du Maïdan dans sa version
non pas, c'est pas elle qui a fait la révolution du Maïdan, c'est le peuple ukrainien qui luttait contre la corruption de son gouvernement. Mais qui a récupéré le Maïdan au profit des seuls États-Unis d'Amérique? C'est Madame Nuland et sa clique avec la famille Kagan, hein, tous ces néocons qui ont créé ce think tank qu'est l'Institute for the Study of War. Et aujourd'hui, moi, je suis sidéré parce qu'on est à plus de 3 ans et demi après le début de l'attaque russe sur l'Ukraine et on a encore des gens qui répètent, alors bien sûr LCI en tête ici, mais d'autres gens sur les réseaux qui viennent vous dire « Ah mais non, mais regardez, l'ISW, ils disent que c'est pas vrai. » Mais quand est-ce que vous allez arrêter de croire ce que disent ces gens-là? Ces gens-là ont menti au peuple ukrainien en priorité en lui volant sa révolution du Maïdan et vous êtes encore à nous faire croire. Je rappelle que l'Institute for the Study of War, puisqu'on est sur les pouillèmes de je contrôle pas, ils ont mis quand même 5 jours à admettre la chute de Bakhmout en mai 2023. 5 jours, parce que oui, mais pour notre narratif et compagnie. Oui, mais bon, sauf que est-ce que la ville est tombée? Oui, elle est tombée. Alors, les historiens, vous nous laisserez à nous, historiens, le travail à faire de déterminer si c'était plutôt le 19 mai, plutôt le 20 mai, mais à la fin, Bakhmout est tombé, ça a été un hachoir à viande pour l'armée régulière ukrainienne, hein, contrairement à en face où c'était des mercenaires de Wagner majoritairement, et résultat, ça a obéré toutes les chances de succès de la contre-offensive de l'été 2023 par l'armée ukrainienne. Voilà. Donc c'est ça le plus important, c'est pas de savoir quel jour exactement Wagner a pu dire définitivement avec Prigojine, nous avons pris la ville. Et pourtant, malgré tout ce genre de choses, on continue de venir nous dire ah mais oui, mais l'Institute for the Study of War a dit, et donc ça permet, je vais le tacler encore publiquement puisqu'il a qualifié mes propos de déshonorants, donc je le lâcherai pas. Hein, le général Chauvency qu'on met devant une carte sur le plateau de LCI il y a 10 jours, où on lui demande alors est-ce que le front s'effondre, etc. Alors le général Chauvency, alors les gens viennent me dire oui, mais il n'a pas envie de se fâcher, c'est quelqu'un de poli. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Cachons-nous derrière des grandes considérations d'humanité et de politesse pour mentir. C'est très fort, c'est très fort. Je ne vais pas faire des cours de théologie sur ce que c'est que le mensonge dans ces situations-là. Bref, mais donc on lui présente une carte, il est une carte énorme, hein, il est debout devant avec la présentatrice et il nous dit ah ben non, Kupiansk effectivement c'est pas encore complètement réglé, Pokrovsk non plus, etc. Par contre, mon général, au moment où vous êtes en train de faire ça, le front a pété à Ouspenivka sur 20 km de long, même 25 km de long. Les Russes ont fait un bond en avant de plus de 20 km. C'est pas un effondrement du front? Non, hein? Donc on est toujours dans ce problème-là, c'est que ces gens-là veulent servir cette idée que l'Ukraine aurait encore des chances, aurait encore des possibilités, etc. Et c'est foutu. Et c'est foutu. Et comme je le disais à mes abonnés Patreon la semaine dernière dans notre visio mensuelle, moi, ce qui me flingue, c'est qu'on a affaire à des gens qui viennent se présenter comme des experts, soit par rapport à leur carrière militaire, soit par rapport à leurs études, soit par rapport à tout ça. Je n'ai jamais, nous sommes au bout de 3 ans et demi de guerre, Nicolas, 3 ans et demi de guerre. Je n'ai jamais vu personne remettre une seule fois sur la table la question majeure de la stratégie de l'armée ukrainienne pour contrer la Russie. Jamais, jamais, jamais. Quand l'armée russe, on l'affronte, on sait bien qu'elle est l'héritière, je ne cesse de le dire à tout le monde, de l'armée soviétique, de l'armée rouge, et qu'elle en a gardé à la fois des bons côtés et à la fois aussi des mauvais côtés. Bon. Et j'explique à tout le monde que les seules personnes qui ont porté des coups majeurs dans l'histoire récente à l'armée rouge, c'est 2 généraux allemands, hein, Manstein et Model, pendant la Seconde Guerre mondiale, à la tête de la Wehrmacht, à la tête de certaines armées de la Wehrmacht. Qu'est-ce qu'on a vu faire en Ukraine? Rien de ce que ces 2 généraux allemands ont été capables de faire pour infliger des coups cinglants à l'armée de Staline. Hein, jamais on s'est dit, mais tiens, les Russes ont décidé de faire une guerre d'attrition, mais on ne va pas rentrer dans le piège parce que sinon on va perdre. Personne ne s'est posé la question. Parce que moi, je veux bien qu'on me dise je suis favorable à l'Ukraine, mais alors posons les débats militaires
intellectuelle sur la table et puis réfléchissons. Est-ce que la réponse à la stratégie d'attrition décidée par l'armée russe il y a exactement 3 ans maintenant, à l'automne 2022, la réponse à lui apporter, c'était de faire ce qui a été fait? Ben, la réponse est non. Parce que jamais l'armée allemande, quand elle a pu porter des coups à partir de 1942 à l'armée rouge, jamais elle n'a employé ces moyens-là. À chaque fois qu'elle a employé des moyens similaires à ceux que l'armée ukrainienne utilise aujourd'hui, elle s'est plantée, la Wehrmacht. Alors, quand on pense à ce qu'était la Wehrmacht, c'est-à-dire l'un des meilleurs outils militaires d'Europe occidentale au milieu du XXe siècle, en termes militaires, je ne parle pas en termes moraux, hein, on est bien d'accord, et qu'on nous dit « Ah bah tiens, on va faire une attaque un peu comme la Wehrmacht à Koursk en 1943 ». Mais l'attaque de Koursk en 1943, ça a été un succès pour la Wehrmacht ou ça a été un échec? Voilà. Et il n'y a personne, parce que à la fin, c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Ces gens-là sont là à me dire « Oh, vous avez peu de cas de la vie des Ukrainiens. » Mais j'en ai plus que vous, bande d'idiots. J'en ai plus que vous, puisque vous les laissez, là, vous vous gargarisez de les envoyer à la mort dans des opérations qui n'ont aucune chance d'aboutir. Aucune. Parce que vous n'avez jamais posé la question de savoir que pour vaincre, porter des coups, alors vaincre sur le long terme, pour moi, c'était impossible, mais porter des coups qui amélioreraient la situation générale du rapport de force pour peut-être éviter à l'Ukraine de perdre tel ou tel territoire, jamais ces gens-là ne l'ont posé sur la table. Personne ne s'est jamais dit qu'il fallait tendre des pièges à l'armée russe pour la contraindre à reprendre une certaine mobilité dans laquelle, là, on pourrait lui porter des coups, parce que c'est souvent dans ces moments-là qu'elle montre des signes de fragilité. Personne n'a réfléchi à un seul instant sur ces questions-là, et personne ne les a jamais posées dans le débat public. Donc moi, les gens qui viennent ensuite me dire « Ah oui, mais nous, on est les experts, l'Ukraine n'a pas perdu, on peut encore gagner. » Mais arrêtez, vous êtes des charlatans en fait. Le problème, c'est même pas de savoir la cause pour laquelle vous voulez lutter, c'est qu'intellectuellement, vous êtes des charlatans. Parce que vous n'avez pas tous les outils d'analyse et tous les éléments d'analyse pour essayer de penser quelque chose qui soit positif, même en vous disant, ben voilà, moi je suis pour l'Ukraine. J'entendais le petit Duchesne l'autre jour avec Titelman chez Idriss Aberkan, il disait, nous on est les vrais amis de l'Ukraine. Hein, et qu'est-ce que tu as proposé, espèce d'idiot? Qu'est-ce que tu as proposé comme critique utile de la stratégie qui était portée par l'Ukraine aujourd'hui? Sans jamais te demander d'ailleurs si cette stratégie qui a été adoptée de faire du jeu du fort au fort dans une guerre d'attrition contre un pays qui est 10 fois plus puissant que l'Ukraine, c'était pas finalement servir le terrible dessein dont parle Emmanuel Todd, à savoir que Madame Nuland et sa famille tentent de se venger du peuple ukrainien en le foutant sous les baïonnettes russes. Vous ne vous êtes même pas posé la question de savoir si cette guerre d'attrition à laquelle vous avez répondu, mais alors à la perfection, tout ce qu'il fallait faire pour que les Russes soient contents de continuer cette guerre d'attrition, vous leur avez envoyé. Pas de problème. Pas de problème. Eh bien, c'est sévère. La leçon est sévère ce matin, mais elle est juste. Tu vois, même l'exemple de Souja, même l'exemple de l'attaque dans l'oblast de Souja, ça aurait pu être un piège magnifique si on avait employé les leçons de ces deux grands généraux allemands, que je vomis parce que humainement, c'était des hommes immondes, hein, Model et Manstein, c'était des salopards finis, mais intellectuellement, en tant que professionnels de la guerre, même les soviétiques reconnaissaient que c'était quand même des durs à casser. On aurait pu faire ce qu'ils ont fait à Souja et se replier plutôt que d'essayer de tenter de tenir à tout prix et contraindre les Russes à lancer une contre-attaque. Et à chaque fois que vous contraignez une armée à lancer une contre-attaque, parce que là, c'était du territoire russe, donc l'appât, il pouvait être très, très fort pour dire aux Russes, allez, venez, attaquez-nous maintenant. Pas contre-attaquez-nous, non, attaquez-nous maintenant, mais on va pas rester fixe. On va prendre ce qui était une des forces d'ailleurs de la contre-attaque ukrainienne dans le secteur de Kharkov à l'automne 2022, c'est la mobilité. Venez, on va jouer au jeu de la mobilité justement pour pas tomber dans le piège de l'attrition. Mais alors, quand on répond à tout ça, il y a l'aspect donc philosophique, Madame Nuland et la famille Kagan, pourquoi ont-ils envoyé autant d'Ukrainiens à la mort dans une guerre d'attrition? Et puis ensuite, il y a l'autre question intellectuelle, mais là, on parle des gens comme Syrski
et puis les patrons de l'OTAN qui sont derrière eux. C'est où vous en êtes de votre maîtrise de l'art de la guerre. Où vous en êtes de votre maîtrise de l'art de la guerre. Parce que c'est ça aussi la question qu'il faut poser à la fin. Comment vous avez pu encore vous lancer dans des opérations pareilles, puisqu'on sait maintenant, puisque le Wall Street Journal a fait son boulot, pour balancer les noms des coupables, on sait bien qu'on a contraint les Ukrainiens à lancer cette opération dans l'oblast de Koursk pour se saisir de Soudja et pourquoi pas aller vers la centrale nucléaire qui est à côté de Koursk pour essayer de peser sur le plan diplomatique. Mais si vous aviez fait une opération avec des intentions militaires plus intelligentes, plus subtiles, ça aurait peut-être fonctionné. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Peut-être est-ce aussi le problème de savoir si les techniques militaires de l'OTAN conjuguées avec l'héritage soviétique de l'armée ukrainienne, ça fait un mélange qui est efficace. Et là encore, la réponse, c'est vous avez fait n'importe quoi parce que l'armée ukrainienne, jusqu'au niveau de la brigade, elle a été restructurée de 2014 à 2022 sur les modèles de l'OTAN, mais qu'au-dessus de la brigade, c'est-à-dire la gestion des grandes opérations, on est resté aux méthodes soviétiques. Et que le mix des deux, c'est comme l'huile et le vinaigre, ça ne marche pas. Voilà. Tout à fait. Bon, on a dit sur le terrain, sur le front, les questions de négociation, peut-être qu'on peut commencer à aborder maintenant, les négociations avec les Américains, le plan de paix, Trump qui dit il est difficile de négocier, alors c'est amusant d'ailleurs, avec les problèmes liés à la corruption en Ukraine. On sent que c'est l'inverse. On sent que là, il se fout du monde, littéralement, puisque c'est un moyen de pression extraordinaire. Ton analyse sur ces négociations? Moi, j'attends de voir ce que va donner la visite de Witkoff à Moscou avec Jared Kushner, parce que c'est le seul truc qui m'intéresse. Les histoires de ce qui s'est passé entre les Ukrainiens et les Américains ce week-end en Floride et compagnie, c'est secondaire à mes yeux, parce que maintenant, tout va être dans la façon dont les Russes vont dire bon, ok, c'est globalement, ils vont faire du Libération à propos de l'héritage de Georges Marchais, c'est globalement positif ou pas. Et puis, s'ils considèrent que c'est pas assez, je pense qu'ils peuvent monter les enchères. Maintenant, ce qu'il y a derrière, et là, je dois reconnaître qu'LCI a été assez complet dans sa présentation, il y a des enjeux économiques monumentaux derrière ces négociations sur le petit truc ukrainien là, qui est dans la chaussure des États-Unis et de la Russie. C'est-à-dire que là, les gens qui ne voulaient pas comprendre que cette guerre a été voulue, et donc c'est pour ça qu'au niveau militaire, on s'est limité à faire un peu n'importe quoi pour la galerie, au lieu de faire des choses intelligentes. Le but, c'était donc désarrimer la Russie de l'Europe et compagnie. Voilà. Alors maintenant, pour les Américains, c'est pas de désarrimer la Chine de la Russie, mais c'est quand même de dire aux Russes mettez pas toutes vos billes en Extrême-Orient, les copains, parce que ça va nous casser les pieds. Ce que n'avaient pas mesuré les gens qui ont décidé de piéger ou de tenter de piéger la Russie dans cette guerre. Donc maintenant, il faut trouver des appâts économique pour dire aux Russes les gars, nous on veut bien bosser avec vous parce qu'il y a un blé monstre à se faire, et ça c'est seul un homme d'affaires comme Donald Trump avec Witkoff et compagnie, ou Jared Bush lui-même sont intéressés par ces questions-là. Donc on peut se faire un max de pognon. En plus de ça, n'oubliez jamais que derrière toutes ces histoires, il faut que Trump arrive à convaincre Poutine sur la question pétrolière pour que les soutiens de Donald Trump y trouvent leur compte aux États-Unis, puisque ce sont les grands manias du pétrole. Donc, pour pas que le brut russe fasse effondrer les cours du Brent à la fin, parce que les autres, il faut quand même qu'ils mangent, surtout qu'ils s'enrichissent. Donc, voilà, il y a des questions qui sont russo-américaines, et l'Ukraine dans tout ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant. L'Ukraine... Ah oui, il y a encore ce truc-là arrivé. Oh là là. Voilà, faut comprendre que pour eux, ils en sont là. Ils en sont là. Et c'est pour ça que si ces appâts économiques que les Américains tentent d'envoyer du côté russe pour leur dire bon allez, on va trouver un terrain d'entente, on va finir de régler la problématique ukrainienne,
mais voilà, on va pouvoir faire tellement de business, ça va être tellement positif pour tout le monde. Est-ce que ça va suffire pour convaincre les Russes? Ça, c'est une énigme totale. Je pense qu'il n'y a personne qui peut répondre à cette question. Je pense qu'il y a beaucoup de Russes qui diraient non, non, mais nous, on s'en fout. On veut d'abord régler le problème ukrainien et on veut le régler en étant sûr à nos conditions qu'on ne se fera pas piéger par l'administration d'après. Parce qu'en fait, le problème pour les Russes, c'est le temps long. C'est pas. Je pense que les Russes ont une confiance assez élevée dans Donald Trump et ce que lui, Donald Trump, veut faire. Par contre, les Russes ne s'illusionnent plus du tout. D'abord, bon, bien sûr, sur les Européens de l'Ouest, mais ils s'illusionnent plus non plus sur la problématique de qui sera là après Donald Trump. Et là, pour eux, la question, c'est d'avoir des garanties qui vont durer au-delà du mandat de Donald Trump, même si nous sommes nombreux ici à espérer que ce sera J.D. Vance qui lui succédera, et pas seulement pour 4, mais pour 8 ans. Voilà. Ouais. Bon, alors quand même, le niveau de corruption avec l'Ukraine. Dans le chat, je lis même, est-ce que l'OTAN n'est pas en partie derrière toute cette corruption pour pouvoir s'autonomiser des États en récoltant finalement des sommes astronomiques? Parce que où sont passés ces milliards? C'est inouï. Ils sont passés dans des comptes offshore, dans des achats de blanchiment avec des propriétés, des bagnoles, des choses comme ça. Voilà, on a suffisamment. Alors, c'est ça aussi qui est toujours problématique avec l'information, je dirais, au quotidien. On nous avait dit il y a un temps, tiens, regardez, Zelensky s'achetait une villa en Italie, puis une autre à un autre endroit, etc. Il faut bien imaginer que tous les gens qui gravitent dans son petit univers, dans son gang, faut appeler un chat, eux aussi, et on n'a pas forcément les noms, on n'est pas forcément là à nous les jeter en pâture. J'attends demain à ce qu'on nous dise, regardez, Yermak, lui aussi, il avait acheté une villa à Monte-Carlo, tu vois, pour le moment, on ne le sait pas, mais ça paraît tout à fait assuré. Quand les Pandora Papers ont sorti tout ce qu'ils ont sorti sur l'Ukraine et sur Zelensky, moi, je ne suis pas retourné voir à l'époque ce que ça donnait, mais j'imagine qu'ils nommaient déjà des dizaines de personnes qui étaient mouillées dans ces circuits de corruption. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que on les a pas identifiés avec une tête, un nom et compagnie que ces personnes n'existent pas. Je pense qu'elles sont assez nombreuses pour se mettre des centaines de millions, des milliards de dollars dans les poches ou d'euros, puisqu'on parle, il y a certains observateurs, là, comme Larry Johnson, l'ancien agent de la CIA, il dit que le montant total de ce qui a été détourné, c'est 48 milliards, je crois, de dollars. Enfin, c'est des trucs inimaginables. Mais ces gens-là ont un appétit insatiable. Bon, voilà. Oublions pas, moi je prends un exemple avec le football. N'oublions pas que un des moyens de recyclage en Ukraine de ces gens-là, ça a été par exemple la montée en puissance d'un club qui n'existait pas, qui avait aucune, le grand club de l'Ukraine de notre jeunesse, c'était le Dynamo Kiev, Alex Blokin, etc. Et puis d'un seul coup, en Ukraine, on a vu arriver un club, le Shakhtar Donetsk, de la ville de Donetsk, énorme club qui d'un seul coup se retrouve, vu qu'en plus il y avait plus avec l'arrêt Bosman, il n'y avait plus de problème à aller recruter pour aller jouer à Donetsk. Ils avaient je sais pas combien de mecs du Brésil et puis des talentueux qui n'avaient pas fait de carrière là-bas. Voilà, et donc ça c'était un des moyens pour tous ces oligarques de blanchir les masses de pognon, pas forcément gagner de manière très légale. Voilà, j'investis dans un club, le stade, machin, etc. Donc on a tout ça. Alors bien évidemment, quand on ne suit pas l'actualité tous les jours, comme nous on fait avec Stratégique, ça peut nous échapper. Mais ces gens-là recyclent le pognon dans des considérations qui nous échappent, en plus des achats pour la Flambe, pour frimer. Il n'y a qu'à voir sur la Côte d'Azur les bagnoles ou à Courchevel, les bagnoles marquées UA qui se promènent partout. Je ne sais pas si c'est UA ou UK, enfin bon, bref. Non, c'est pas UK, ça doit être UA. Et on comprend tout de suite qu'il n'y a pas que Zelensky qui a croqué. C'est clair. Voilà. Alors après, l'autre point,
bien sûr qu'il y a eu des rétrocommissions dans toutes ces histoires-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et c'est toute la problématique d'un gamin que tout le monde voudrait voir en prison, c'est le petit Hunter Biden. Voilà, puisque la grande problématique d'Hunter Biden, c'est ce problème des rétrocommissions sur cet argent déversé par l'administration américaine en Ukraine, où lui, ayant servi d'intermédiaire, il serait arrivé en disant les gars, et ma part, elle est où sur tout ça? Voilà, parce que vous avez aussi ça, vous avez les Ukrainiens et vous avez tous ces intermédiaires qu'en ont bien évidemment croqué. Et le premier, alors pas le premier d'entre eux en termes d'argent récupéré, mais de notoriété, c'est quand même Hunter Biden. Voilà, au point que Donald Trump appelle le procureur, enfin appelle Zelensky dès qu'il arrive à la Maison Blanche, premier mandat, en disant le procureur de ton pays, là, il peut pas me donner le dossier parce que nous ici, on aimerait savoir où est passé notre argent. Parce que c'est ça, les gens nous disent ah oui, mais c'est une cabale politique. Mais c'est pas une cabale politique. Le président des États-Unis arrive, il sait qu'il y a un truc qui est pas net dans le financement du gouvernement ukrainien et que le fils de Joe Biden, qui à l'époque est le vice-président des États-Unis, a croqué. Et que c'est de l'argent du contribuable américain dont on parle. On n'est pas en train de parler de l'argent de Donald Trump. Donc l'autre, il dit, moi, au nom des États-Unis d'Amérique et de tous les citoyens que je représente, je voudrais savoir que ce petit lamentable étron a récupéré comme pognon qui nous appartenait dans ses magouilles avec ton pays. Voilà, c'est tout. Et je vois pas où est le problème. Hein. Et donc ça, on attend toujours qu'on soit un jeu. Alors je pense qu'un jour, on aura tous les tenants et les aboutissants de la part qu'aura croqué Hunter Biden dans cette affaire. Mais on découvrira qu'il y a plein d'autres gens qui sont malheureusement passés dans ces intermédiaires pour se servir en termes de rétrocommission. Maintenant, il faut faire très attention avec l'OTAN, parce que comme le rappelle toujours, avec énormément bien sûr de connaissances, Jacques Beau, l'OTAN, c'est une structure d'alliance. Hein. C'est des attachés militaires, c'est des officiers, etc., des techniciens qui travaillent ensemble pour coordonner les actions de leurs différentes armées dans le cadre de l'alliance. Derrière, c'est pas l'OTAN qui amène le matériel directement à l'Ukraine. C'est des pays de l'OTAN qui participent à ça. Donc là, il faudrait chercher. Est-ce qu'en Pologne, il y a des mecs qui ont mis la main sur certaines choses? Est-ce qu'en Roumanie, bon, je ne sais même pas pourquoi je pose la question. Est-ce qu'en Roumanie, il y a des types qui se sont servis? Voilà, il n'y a qu'à voir l'état de construction de la plus grande base de l'OTAN ou de ce qu'ils ont installé pour les Français qui sont déployés là-bas, pour comprendre qu'en Roumanie, il y a des gens qui en ont aussi croqué de tout ça. Donc, bon, voilà, et que c'est probablement ces gens-là qu'on a laissé prendre le pouvoir ou se maintenir au pouvoir avec le trucage des dernières élections en Roumanie, pour pas que ces petits problèmes-là viennent aussi, il y avait eu Georgescu, polluer le récit bien lissé de tout le monde va bien. Et puis alors, par contre, quelqu'un qui a l'habitude des magouilles à une échelle monumentale en termes de détournement de fonds. Et donc là, on peut se dire vis-à-vis de l'Ukraine, pourquoi elle n'aurait pas croqué? C'est Madame van der Leyen. Madame van der Leyen et son entourage. Alors déjà, je rappelle Madame van der Leyen en tant que ministre de la Défense de son pays, avant qu'elle soit à la Commission européenne, elle est déjà avec des énormes casseroles à ses fesses quand elle quitte son ministère, quand justement des problèmes d'appel d'offres et compagnie pour la Bundeswehr. Elle arrive à l'Union européenne, on la connaît d'abord. Pourquoi? Les SMS, Ursula, les SMS avec le patron de Pfizer, quand est-ce que tu nous les fais lire? On ne les a toujours pas. Donc imaginons si cette personne est déjà dans le collimateur de plusieurs justices, sauf la nôtre, parce que comme d'habitude, on est en dessous de tout. Mais je rappelle qu'il y a des procès en Allemagne, en Belgique, contre elle, par rapport à l'histoire des doses de Pfizer achetées dans des quantités astronomiques, avec justement des soupçons de rétrocommission. Qui nous dit que sur ce qui a été envoyé en argent sonnant et trébuchant au gouvernement ukrainien pour soutenir son existence, je rappelle qu'aujourd'hui, les fonctionnaires ukrainiens, sans les subsides européens ou américains, les mecs, ils n'ont plus de paye et demain, ils sont à la rue. Et donc, le pays n'existe plus. Bon, combien d'argent elle et son gang à la tête de l'UE a-t-elle détourné sur ces sommes-là?
s'il y a des soupçons sur Pfizer, les gens m'excuseront, j'en aurai aussi sur ce qu'elle a envoyé en Ukraine. Je ne vais pas me priver. Hein, je vais pas me priver. Voilà. Donc, et puis, bien sûr, après, vous avez tous les gens dans les chaînes intermédiaires, sur même les fabricants d'armes ou ce genre de choses, où il faut graisser des pattes pour que les rouages se mettent plus rapidement en place, ou ce genre de choses. C'est vieux comme le monde, hein, malheureusement. Hein. Aujourd'hui, on célèbre à raison la victoire d'Austerlitz. Quand on étudie le fonctionnement des fourriers de l'armée impériale de Napoléon, c'était quand même des sacrés filous, hein, qui savaient se servir au passage sur ce qui facturait à l'État français pour apporter chevaux et compagnie à l'armée impériale. Donc, c'est pas demain que ça va s'arrêter, malheureusement. Oui, c'est pas demain la veille que ça risque de s'arrêter, ces questions de corruption. Mais comme je disais la semaine dernière, je pense que c'est des éléments. Bien évidemment, on a mis donc là Yermak, avant il y avait c'était Minchuk, là, Minchik, je ne sais plus comment il s'appelle, là, le ministre de l'énergie. Je suppose que les Américains en ont, je le disais déjà la semaine dernière, je maintiens mes propos, en ont d'autres dans la musette pour faire plier Zelensky. Et je pense qu'ils ont bien évidemment le dossier de Zelensky lui aussi. Voilà. D'écoute. Voilà. Donc, quand est-ce qu'ils voudront l'actionner pour lui dire, écoute, on s'est entendu avec les Russes, là, c'est bon, les Russes ont dit banco, donc toi, tu la boucles, parce que sinon, regarde tout ce qu'on a pour Noël. Regarde la liste qu'on a pour Noël. Voilà. Et on le sent bien, si tu veux, parce qu'on voit bien dans les médias, notamment ici en France, comment les types essayent de commencer déjà à faire bouger le narratif. Ah oui, quand même, parce que pendant 2 ans, 2023-2024, tu disais l'Ukraine est un pays corrompu, les gens te disaient salaud, pro-russe, hein, vatnik, etc. Bon, d'accord. Aujourd'hui, ces gens-là disent ah oui, il y a de la corruption en Ukraine. Mais attention, on lutte contre la corruption en Ukraine et ça prouve que c'est une démocratie. Oui, alors ça, voilà, j'allais te poser la question. Ah bah alors là, c'est magnifique. Le syllogisme, mais alors, je sais pas les gars, ils étaient en train de faire une partie de pétanque, ils avaient déjà 50 jaunes dans la figure. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme idée Ah bah alors voilà, s'il y a de la corruption et qu'on le sait, c'est parce qu'on lutte contre et que c'est donc une démocratie. Mais non. Et surtout, ils te rappellent immédiatement derrière. Et en Russie, il y a de la corruption. Et ben, on ne lutte pas contre la corruption, ça veut dire que c'est une autocratie. Ah d'accord. Alors je rappelle. Il aurait fallu en effet l'humour de Coluche que tu fais pas mal pour en arriver là, tellement c'est énorme. Mais voilà, au bout d'un moment, tu sais, c'est ça, c'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec. Bon. Non, faudrait la faire, celle-là, faudrait la faire avec Chicandier, parce que dans ce registre-là, il est formidable. Donc, les Russes, au mois de juillet 2022, foutent au tribunal, l'enquête avait démarré avant l'opération militaire spéciale, foutent au tribunal le patron d'une de leurs plus grandes entreprises d'armement qui est en charge du nouveau véhicule blindé de combat d'infanterie de l'armée russe. Le type a détourné des millions, peut-être même des milliards de roubles dans l'opération. Les Russes le mettent en cabane. Le mec, il est arrêté, il a un procès, les Russes en parlent. Hein. Moi, j'ai vu des fils télégrammes de l'été 2022 là-dessus. Alors, je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais c'est facile à retrouver. Et le mec, maintenant, il est en train de découvrir les joies de la nature quelque part vers le Groenland, enfin, vers le cercle arctique, pardon. Bon, cette affaire-là. On a ensuite une affaire extrêmement grave dans le secteur en face de Seversk en 2023, début 2024, où un commandant d'unité de secteur, donc probablement un gars qui avait un grade de général de brigade au minimum, fout des rapports vers sa hiérarchie pour dire on avance, on a conquis telle position, on est bon et tout, alors qu'en fait sur le terrain, il envoyait ses mecs à la mort dans des conditions lamentables. Le type, arrêté, arrêt de rigueur, cour martiale, prison. Bon, où est le problème? Ensuite, là, on a encore des affaires sur
la ligne de front à Soudja, on en parlait tout à l'heure, où on avait donc les Ukrainiens qui ont lancé cette opération et on ne comprend pas, les défenses russes qui étaient là, elles sont percées en 4 heures, les mecs commencent à avancer dans la profondeur et on découvre que toute la zone au niveau de ces fortifications, les gens en Russie qui étaient chargés de les mettre en œuvre avaient en fait détourné l'argent pour eux et ils avaient fait semblant d'installer des lignes de défense. Les types, ils sont en cabane. Ils ont été jugés pour corruption, eux aussi. Et en plus, pour trahison, vu l'impact de ce qu'ils avaient fait. Donc, venez pas nous dire la Russie ne peut pas lutter contre la corruption. La corruption fait toujours partie en Russie des priorités du gouvernement fédéral depuis que Poutine est arrivé au pouvoir. Et les gens disent ah bah oui, mais c'est toujours orienté plutôt vers telle ou telle personne en fonction des souhaits du prince. Non, pas plus qu'ici. Je ne vais pas dire que c'est pas possible. Je vais dire pas plus qu'ici, ma bonne dame. Alors où on est aussi une autocratie, ce qui commence de plus en plus, vu ce que disait encore Florian Philippot tout à l'heure, à être une réalité. Ou alors, les Russes, c'est aussi une démocratie, une démocrature, on ne sait pas exactement. Mais arrêtez de nous faire le coup de « Ah, l'Ukraine, elle, c'est une démocratie, etc. » où les partis politiques d'opposition sont tous interdits, où les opposants politiques sont tous en tôle, où il n'y a plus de presse indépendante d'opposition, etc., etc. Parce que je rappelle, l'Ukraine, c'est ça. Je rappelle que l'Ukraine, c'est ça. Et je rappelle à tous les neuneux qui n'ont jamais fait de cours d'histoire sur ce que c'est que la démocratie en guerre, à l'inverse de votre serviteur, regardez ce qu'étaient les États-Unis d'Amérique pendant la guerre civile, la guerre de sécession. Hein. Donc, comme là, on l'a dit, la guerre en Ukraine, c'est aussi une espèce de guerre civile, mais même si on veut considérer que le pouvoir ukrainien a une autonomie avant cette guerre, ce qui est réel, eh bien, regardez ce qu'a fait Abraham Lincoln pendant la guerre de sécession. Il n'en est jamais arrivé aux extrémités où en sont arrivés les Ukrainiens aujourd'hui. Voilà. Regardez ce que les Irakiens ont vécu beaucoup plus proche de nous ces 20 dernières années. Ils ont, malgré la guerre civile chez eux, été capables, et pas contre n'importe qui, contre Daesh, ils ont été capables d'organiser des élections. Alors, le prétexte ukrainien de dire « Ah non, 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 c'est la guerre, on ne peut pas faire des élections », non, faux. Faux. Arrêtez de vous foutre de nous. Il y a aussi le Grisby des centaines de milliards pratiquement des avoirs gelés de la banque russe. Et ça, alors ça, ils aimeraient bien mettre la main dessus. Hein. Et d'ailleurs, Zelensky, il a le culot, hein, alors qu'il y a des milliards qui ont été volés. Il a mis la pression là sur les Européens en disant il faudrait peut-être se décider à m'envoyer les avoirs russes gelés. Alors, le fait est, c'est que je dois reconnaître ma bonne surprise jusqu'à maintenant sur la tenue du gouvernement belge. C'est-à-dire que, et puis personne ne pourra accuser mes voisins de ne pas avoir soutenu l'Ukraine, hein, parce que là, c'est pareil. Au bout d'un moment, les gens sont sérieux. C'est-à-dire qu'ils ont soutenu l'Ukraine. Hein, on franchissait la frontière ici pour aller en Belgique. Il y avait des drapeaux ukrainiens comme chez nous. Ils étaient tombés dans la Zelensky mania comme tout le monde. Hein. Puis quand on parlait avec les Belges, il fallait prendre des précautions pour pas. Quoi ? Le narratif, il n'est pas bon. Non, il n'est pas bon, camarade. Bref. Mais là, au moins, ils disent non, mais vous êtes fous. On ne va pas se mettre en situation de risque à ce point-là au niveau du droit international avec toutes les conséquences que ça aurait, qui sont colossales au niveau économique, sur ne serait-ce que la prestance des pays européens. C'est-à-dire, non, vous ne valez plus rien, les gars. On ne peut plus placer un euro chez vous, ou un dollar, ou un yuan, parce que de toute façon, on ne sait pas si vous allez nous le rendre un jour. Il n'y a plus un investisseur qui va venir dans l'Union européenne. Alors là, la mort économique de l'UE, on est déjà comme ça, pip, pip. Là, c'est foutu. Tu donnes l'argent, c'est fini. Là, c'est plus d'Union européenne, plus d'économie. Ça, c'est terminé. Hein, on ne sert plus à rien. Donc, les Belges ont compris ce truc-là et ils ont dit non, mais vous êtes cinglés. Vous restez dans vos histoires. Alors, on ne mettra pas d'emprunt non plus en place, de nouveaux emprunts en les adossant à ces avoirs-là, parce que c'est pareil, c'est une combine qui ne marchera pas. Donc, on arrête les frais parce que c'est plus possible. Et la pression aujourd'hui, je rappelle, hein, pour que tout ça se débloque, il faudra encore des décisions à l'unanimité au niveau de l'Union européenne. L'unanimité avec Orban,
Fico et Babiš, et même les Polonais dans cette affaire, ou Madame Meloni. Allez, on oublie. C'est la question suivante. Quelle est la connerie suivante que vous voulez faire? Alors, la connerie suivante, alors là, hier, on a vu les experts. Hier, on a vu les experts. Et excuse-moi si je rebondis tout de suite là-dessus, parce que la connerie suivante, c'était mais il y a le marin italien, là. Le marin, il a dit on va taper la Russie tous en premier. Là. Mais tais-toi, Pépone, je vais l'appeler Pépone vu sa tête. Pépone a pris le contrôle de la marine italienne. Pépone, il nous dit bah oui, en cas de danger avec les Russes, on pourrait frapper les premiers. C'est dingue. Et là, non, mais c'est pas dingue. Ce qui est dingue, c'est la réaction des gens. Et moi, je suis là, je le regarde, je fais et quoi de neuf? Elle est où la nouveauté? On est en décembre 2025. Où est la nouveauté? La doctrine nucléaire des États-Unis d'Amérique, parce que là, les gens se ah oui, mais c'est l'OTAN. Vous êtes bête jusqu'à quel point? La doctrine nucléaire de l'OTAN, elle existe, mais non, c'est celle des États qui ont des armes nucléaires qui sont dans l'OTAN. C'est la seule chose qui compte. Donc, l'Italie, c'est une puissance nucléaire? Ah, maintenant, on fait la pasta, on ne fait pas la bombe atomique. Bon, ok. Et puis, on fait le calcio. Bon, ok. Et alors, alors, s'il y a une attaque, qui va faire des tirs préventifs nucléaires pour l'OTAN? La France? Oublie, ce n'est pas dans notre doctrine nationale. Donc, il reste qui? Les États-Unis d'Amérique. Donc, mon amiral, là, je ne sais pas quoi, là, puisque c'est un marin, hein, et qui croit qu'il est à l'épante. La doctrine nucléaire américaine qui autorise la première frappe, elle a été modifiée. L'amiral Giuseppe Cavo Dragon. Cavo Dragon, ah oui, la cave du dragon, bah oui. La doctrine nucléaire des États-Unis d'Amérique qui autorise la première frappe, elle a été modifiée en 2021. Cazzo. Hein, donc, viens pas nous faire flipper avec tes histoires de comme quoi, oui, on pourrait taper les premiers. Ça fait 4 ans qu'on le sait. Ça fait 4 ans que les Américains ont modifié en douce leur doctrine pour dire on s'autorisera peut-être de frapper les premiers si on estime que c'est nécessaire avec des armes nucléaires. En 2021, il y en a combien qui étaient là? Mais c'est quoi cette histoire? Tout le monde a fermé, excuse-moi de le dire comme ça, parce que ça finit par me gonfler à la fin. En 2021, tout le monde a fermé sa gueule. Alors que c'était extrêmement grave que le plus grand pays de l'OTAN, la plus grande armée occidentale, décide, et ça a fait d'ailleurs l'objet de débats uniquement aux États-Unis, hein, et des débats houleux. Ça a fait, les gars ont dit non, nous, maintenant, on autorise l'idée que les États-Unis pourraient faire une première frappe nucléaire si c'était nécessaire. Et on découvre il y a 10 jours que c'est une histoire d'officialisation et non pas une histoire de modification réelle de la structure. Parce qu'il semblerait que selon des documents déclassifiés, depuis 1969, les États-Unis auraient, je maintiens le conditionnel, auraient déjà accepté l'idée en interne de pouvoir faire des premières frappes nucléaires. 69, année formidable. Mais voilà, donc les gars là, hier, il s'est passé quoi? Rien. Un coup de com', voilà. C'est normal. Les Italiens, à part communiquer dans la surface de réparation, ils ne savent pas faire grand-chose. Donc voilà, le gars, il a fait son Ravanelli dans la surface, avec le maillot de l'OM. Il est tombé. Ah, monsieur l'arbitre, pénalty, il réussit nous attaque. Voilà. Donc il ne s'est rien passé hier. C'est de la com'. Il n'y a pas de doctrine nucléaire de l'OTAN. Il n'y a que des doctrines nucléaires d'État. Hein, et donc la France, la Grande-Bretagne n'en a pas puisque c'est les États-Unis qui décident avec la double clé à la fin. La Turquie ou tous les pays dans lesquels des armes nucléaires sont déployées sont des armes nucléaires américaines. Donc que ce soit la base d'Incirlik, les bases en Belgique ou aux Pays-Bas, etc. Donc tout ça, on s'en fout. Quelle est la doctrine nucléaire qui compte face à la Russie en cas d'idée de première frappe? C'est celle des États-Unis d'Amérique. Bon, mon amiral chéri, ça fait 4 ans qu'elle a été modifiée. Et à l'époque, personne n'en a parlé. Et donc, les États-Unis sont toujours aujourd'hui, quand on voit tout ce qu'on nous raconte, les Russes, ah oui, ils font le chantage au nucléaire. Mais crétins, les Russes, eux, ils le savent que ça fait 4 ans que les mecs en face ont modifié leur doctrine. Donc, tu crois qu'ils vont rester là? Oh, écoute, Igor, resserre-moi la vodka, c'est pas grave s'ils tapent les premiers. Non, mais vous prenez les gens, mais vraiment pour des idiots, les copains, c'est pas possible.
Voilà, donc hier, de la com, pour occuper encore une fois l'espace médiatique. Comme ça, on ne parle pas de Goulia-Polier, on ne parle pas de Seversk qui est à 70% conquis par l'armée russe, on ne parle pas de Liman qui est complètement opérationnellement encerclé par l'armée russe, etc. C'est bien, c'est bien. Puis on fout les chocottes. J'oublie pas ce que je vous dis depuis le début de l'année. On fout les chocottes, le narratif de la peur. Alors là, il faut faire quoi? Fallait les voir, les perdreaux de l'année, les lapins dans les phares hier sur le plateau d'Elysée avec cet abruti de Brunet qui était le premier à dire, alors que ses intervenants étaient plus à le calmer en disant non, mais c'est bon, il n'y a pas besoin de se foutre la rate au courbouillon. Et l'autre, il était là, mais quand même, moi j'ai peur, franchement. Oui, c'est bien, monsieur Brunet, c'est bien. C'est bien. Change tes couches. Change tes couches. Tu diras moins de conneries. J'avais prévenu d'un grand Sylvain Ferreira, je ne me suis pas trompé. Un véritable one-man show. On t'encourage à un one-man show dans le chat. Non, mais parce que si je fais un one-man show maintenant, il faudra que je le fasse avec Dieudo dans des salles où il y aura les gendarmes. À l'après-midi, il va dire non, Ferreira, Dieudonné, Ferreira, c'est la même chose. C'est vrai que. J'ai pas le talent de Dieudo, je le dis tout de suite. En tout cas, le métier d'humoriste, quand on est politiquement incorrect, c'est compliqué aujourd'hui en France aussi. Oui, parce que là, ce dont j'ai parlé au début par rapport à ce que Dieudonné subit, c'est du pipi de chat. Là, lui, sur la liberté d'expression, c'est inimaginable. Je rappelle que quand on est un grand État démocratique avec une vraie colonne vertébrale, la seule notion de la liberté d'expression à laquelle nous pouvons nous référer, c'est celle du premier amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez. Point barre. Et je rappelle à tous ceux qui disent « Ah ben oui, mais les nazis et tout ». Oui, je rappelle qu'aux États-Unis, il y avait un parti national-socialiste dans les années 30. Est-ce que les États-Unis ont écrasé l'armée allemande avec l'armée soviétique et compagnie? Oui, ça n'a rien empêché. Voilà. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, pour reparler de M. Biden, on l'a vu avec le grand chef du Ku Klux Klan. Là, il y a eu des révélations ce week-end, où Joe Biden devait être déjà sénile. Ils nous diront qu'il était sénile. Il était avec le grand boss du Ku Klux Klan en photo et tout. Ah, viens là, mon copain. Le grand démocrate Joe Biden, avec des propos. Oui, non, il ne faudrait pas trop qu'on mélange la population. Il faudrait quand même qu'il reste des whites. Enfin, c'est en anglais, des whites. Je me suis dit, c'était le tataillé de Manuel Valls qu'on entendait. Des whites, des blancos. Bref, voilà. Donc, la liberté d'expression, c'est telle que les États-Unis d'Amérique l'ont posée dans le premier amendement de leur Constitution. Elle est totale et c'est pas la peine en plus chez nous avec les histoires de je suis Charlie, je suis machin, puis derrière non mais on va de Dieudonné à Blanche Gardin en passant par Guillaume Meurice, etc. Par contre ceux-là casse prison parce qu'ils sont Charlie, mais bon pas complètement. Sylvain, parlez peut-être aussi maintenant, il nous reste une trentaine de minutes. Aussi certainement pour rire, même si c'est pas spécialement drôle, mais tu as l'art de nous faire rire des choses qui sont à pleurer. La question des volontaires, de la coalition des volontaires. Là, je sens déjà, voilà, je n'avais pas commencé, que ça y est, c'est déjà l'éclat de rire. Voilà. Alors, la coalition des volontaires, Macron a l'air d'être très sûr de lui, comme Starmer et Merz. Ils vont envoyer des hommes dès le cessez-le-feu établi, même si on leur explique depuis le début que c'est pas un cessez-le-feu, mais un traité de paix que veulent les Russes. Et je lisais dans le JDD, tout de même, là, pour le coup, en tout cas, nos soldats, eux, semblent croire cette blague. Enfin, c'est pas une blague d'ailleurs. Beaucoup de soldats craignent aujourd'hui, semble-t-il, dans les armées françaises, de devoir aller au front prochainement, et que ce sera d'ailleurs un carnage. Ils le disent, ce qui, à mon avis, n'est pas très bien perçu par l'état-major et par le général Mondon. Alors, encore une fois, donc ça fait depuis février 2024 que Macron a balancé ça. Peut-être qu'il faudra que j'envoie des gars là-bas, machin, bon bref, donc ça fait depuis autant de temps que je m'époumonne
à raconter la réalité qui est tout autre quant à nos simples capacités à le faire. Voilà. Qu'il y ait une volonté politique, etc. Bon, oui, mais très bien. Hein, ça, c'est une chose. Mais bon, nous sommes, je le rappelle, dans l'ère, c'est Jurassic Park, hein, la politique aujourd'hui. Hein, c'est le complexe du T-Rex de ce côté-ci du monde. Grande gueule, petit bras collé au corps. Je ne peux pas mettre de beigne à mon adversaire. Hein, et donc, si mon adversaire arrive à me fermer ma gueule, je ne peux plus rien faire. Donc, on est en plein là-dedans. Alors, on a donc toute cette histoire en permanence. Alors, l'armée allemande redeviendrait la plus grande armée d'Europe. On apprend concomitamment à ces déclarations que depuis qu'il n'y a plus de conscription obligatoire, le nombre d'objecteurs de conscience a atteint un record cette année dans la Bundeswehr parmi les volontaires comme parmi les réservistes. Voilà, donc on voit à quel point l'idée de mourir pour l'Allemagne est prégnante au sein de la jeunesse de ce pays, hein, qui a bien compris à quoi on essayait de la faire jouer et qui n'a pas envie de recommencer. Je dirais que c'est très sain parce que ça me rassure un petit peu sur la population en Allemagne. C'est-à-dire que les mecs se disent « Ah bah tiens, on va peut-être pas recommencer, hein, mourir pour la grande Allemagne, ça suffit. On a donné dans le panneau, on va arrêter les frais. » Donc il y a ça. Il y a l'état aussi de cette jeunesse, hein, parce que là, et c'est très intéressant parce que l'Allemagne dit on va remettre en place une journée d'appel obligatoire avec examen médical, parce que c'est ça le cœur du problème, c'est de savoir si les gars qu'on pourrait appeler demain, ils sont en état d'aller au combat. J'ai déjà donné mes réponses et je les ai déjà données, je le rappelle, pour la première fois en mai dernier, début mai l'année dernière, avant que le général de Lavarde nous quitte. On était ensemble à ce moment-là, avec lui et avec toi, pour dire combien tout ça était illusoire par rapport à l'état de notre jeunesse, partout en Occident. Maintenant, il y a un autre élément qui est venu rajouter du ridicule, c'est du Molière, quasiment, dans le côté bouffon de Molière, c'est les fourberies de Scapin. C'est qu'on a alors ça a été décidé fin 2024 pour essayer d'être mis en place début 2025, concomitamment comme ça aux élections présidentielles en Roumanie, je m'empresse de le dire, d'envoyer la 7e brigade blindée en Roumanie pour renforcer les troupes françaises qui sont là-bas déjà depuis un moment dans le cadre de l'OTAN. Troupes françaises qui, au demeurant, avaient été mises en alerte en 2022 lorsque les Russes ont pénétré en Ukraine et où on avait des camarades dans les rédactions, nous, du groupe Caractère, qui étaient engagés là-bas et qui nous racontaient par le menu, ça avait fini par même être repris par Mediapart quelques mois plus tard, que leurs conditions de vie étaient indécentes, hein, que les Roumains leur avaient construit des baraquements qui n'étaient pas chauffés, parce que probablement, il y a des types qui avaient détourné, je l'évoquais tout à l'heure, quelques euros. Bon, donc déjà, ça, c'était pas très reluisant. Hein. Les types se plaignaient du froid, les types se plaignaient de la bouffe. Enfin bon, bref, c'était pas génial. D'ailleurs, on se dit, d'un point de vue spartiate, si on est dans une histoire de déploiement pas loin de la zone de combat, si on commence déjà à se plaindre de la bouffe et du froid, il y a un truc qui est antinomique avec la guerre. Parce que la guerre, c'est tu vas te plaindre de la bouffe et du froid tout le temps. Voilà. Hein, je vous renvoie aux lectures dans l'ordre que vous voulez, d'Ernst Junger, Henri Barbuse et consorts. Hein, ou Maurice Genevoix. Enfin, vous prenez ce que vous voulez, mais la guerre, c'est ça. Hein, donc, vous plaignez. Si vous commencez à vous plaindre de la bouffe et du froid, c'est qu'il y a un truc qui ne colle pas déjà dans la psyché des bonhommes. Bon, ensuite, donc là, Macron fait ses agitations en février 2024. Et on se dit, on a un gros problème, c'est que tout au long de l'année 2024, on voit ce qui va se passer aux États-Unis. On pressent malgré tout dans les cercles du pouvoir que Trump va l'emporter. Trump l'emporte. On voit qu'en Roumanie, il y a ce risque que ça dégénère avec Georgescu du mauvais côté de l'affaire. Donc on se dit, nous Français, les Britanniques font la même chose, mais je ne vais pas y revenir parce que là, ce serait taper à la tête un mec blessé par terre. Mais nous, Français, on se dit, on va tenter par nos propres moyens de voir comment on peut projeter la 7e brigade blindée en Roumanie, sans passer par l'allié américain pour effectuer ce transfert d'unités. On parle d'environ 7500 hommes, plusieurs centaines de véhicules, dont des chars lourds Leclerc et compagnie et compagnie. Et cette opération est un fiasco total. C'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir faire ce transfert dans un délai d'environ 4 jours maximum
pour tous les éléments de la brigade, quartiers généraux, unités de soutien, quartier général, unité de soutien, unité combattante, véhicules et compagnie. On va mettre plus de 3 semaines. Je renvoie nos auditeurs à la vidéo d'Alexandre Robert sur History Legends que vous pouvez avoir avec des sous-titres automatisés sur YouTube en français, où il démonte tout ça par le menu, où le premier obstacle, et là, quel n'a pas été le bonheur pour moi de comprendre que le premier obstacle au transfert de nos troupes, c'était de traverser l'Allemagne, pardon. La Grande Allemagne nous a empêché le transfert de nos unités par la route parce qu'ils se sont rendus compte que l'état de vétusté des ponts ne permettait pas aux porte-chars avec Leclerc de passer sans risquer d'abîmer tout ça. Et qu'en plus de ça, en amont, avant même d'essuyer un refus de la part des autorités du Reich, de l'Allemagne, pardon, les gars avaient déjà été dans une panade digne du film Brasil de l'autre gars des Monty Python, là, dont son nom m'échappe. Oui. Voilà. Une phase ubuesque administrative pour demander des autorisations et les obtenir. C'est-à-dire qu'on avait déjà perdu 48 à 72 heures juste pour remplir de la paperasse pour avoir le droit de traverser le territoire allemand. Magnifique. Donc, du coup, on s'est retrouvé à faire ça avec la voie ferrée, ça a pris beaucoup plus de temps, les unités ont été déployées de manière, étalée dans le temps, ce qui fait que, si vous arrivez et que vous n'avez pas tous vos moyens, vous servez absolument à rien. Alors, sur le plan symbolique, ça a quand même permis, les Roumains se sont pas trompés quand ils ont fait leurs élections, ils ont dit « Ah, c'est marrant, il y a des chars français qui arrivent chez nous, il y a une ingérence de la France. » Ah bah oui, tu m'étonnes, il y a le déploiement d'une brigade blindée dans ton pays au moment où Macron soutient les candidats au pouvoir contre Georgescu. Bien évidemment que tout ça, comme dirait l'autre, c'est des ressemblances fortuites et hasardeuses. Terry Gilliam, pour Ah oui, voilà, Terry Gilliam, le grand Terry Gilliam. Voilà. Brésil, avec le fameux turtle et la frappe qui change à cause d'une mouche. Donc voilà, on a montré à travers cet échec, mais monumental, cette claque dans la figure, que l'idée de déployer cette unité-là, alors maintenant elle y est, au bout d'un moment, on a fini par envoyer les types, machin. Le camarade Alexandre Robert montrait comment ils étaient à l'entraînement là-bas. On n'avait pas l'impression, notamment pour les chars Leclerc, qu'ils avaient bien compris ce qu'ils risquaient s'ils s'aventuraient dans une zone de guerre saturée par les drones. On reste toujours dans les mêmes problématiques de l'armée française et de son instruction, en tout cas telle qu'on nous la montre publiquement avec les vidéos du ministère. C'est-à-dire qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, les chars en colonne, sans espacement, sans rien, sans aucune protection anti-drone? Qu'est-ce que c'est que votre histoire là? À quoi ça va servir? Donc, ça a démontré que tout le narratif de Macron et du pouvoir aujourd'hui de nous dire on va envoyer des gens là-bas, c'est pas possible. Et c'est possible, comme je n'ai eu de cesse, et là vous pouvez reprendre toutes mes interventions ici ou ailleurs, ça n'est possible que si le grand patron américain vient à votre secours pour assurer les missions de logistique et de transport. Tout seul, on n'est pas capable. Alors, il paraît qu'à l'état-major, ils ont pris en compte les fruits de cet échec et qui vont donc s'appliquer à ce qu'il n'y en ait plus demain. Mais la réparation et la remise aux normes des ponts au sein du réseau routier du Reich, de l'Allemagne, ça ne va pas se faire en 2 jours. Ça ne va pas se faire en 1 an. Il va falloir des années pour tout ça. Donc l'idée de demain, on va aller faire la guerre à la Russie dans n'importe quelle plaine d'Europe orientale, c'est prouver que là, en l'état, c'est de la foutaise. Sans le grand frère américain, rien n'est possible. Et donc, par rapport à ce qu'on a dit en amont dans cette discussion, vous vous doutez bien que le grand frère américain, il n'en a rien à faire de venir transporter nos unités pour aller faire le kéké pour le compte d'Emmanuel Macron, alors qu'en ce moment, aux États-Unis, ils en sont à est-ce que Brigitte a une bite? Je veux dire, il faut comprendre. Voilà. Donc, ils en ont rien à faire de transporter les Français en Roumanie pour que l'autre, il soit là à se dire « Ah, moi, je suis le chef de guerre. » Voilà. Donc, et alors, bon, j'en parle quand même un petit peu. Les Britanniques ont tenté la même chose pour montrer qu'eux aussi pouvaient s'affranchir du grand parrain, du grand cousin, là, pour ce qui les concerne américains.
et ils ont subi un échec tout aussi cuisant que le nôtre. Donc aujourd'hui, Starmer et Macron, quand ils sont là, ah ben nous, Poutine, hein, on va lui en remontrer, hein. À nous, Poutine, on va lui faire la guerre. Fermez-la. Fermez-la à tout jamais. Physiquement, comme dit Dieudo, fermez-la à tout jamais. Parce que c'est pas possible. Tout simplement, c'est pas possible. Donc taisez-vous. Taisez-vous. Arrêtez de foutre la trouille aux gens. Entre l'Italien, là, oui, on va frapper les premiers, l'autre, on va envoyer du monde. Mais tu peux même pas déployer une brigade de 7500 hommes. Et déjà, 7500 hommes, qu'est-ce que tu vas faire, hein, contre l'armée russe? Tu vas faire combien? Je te rappelle qu'ils sont 750 000 ou 800 000, peut-être même plus de 800 000 aujourd'hui sur le front. Tu vas faire quoi? Voilà. Donc la démonstration de ce que je vous disais a été faite par une manœuvre qui a échoué. Alors j'entends bien que l'état-major français va faire le nécessaire pour que ça ne se répète pas, mais ça prendra énormément de temps, à commencer parce que physiquement, faudrait peut-être que les Allemands refassent leur réseau routier, hein. Alors moi, ça par contre, ça m'inquiète, hein. Parce que la dernière fois qu'ils ont fait leur réseau routier, les Boches, leur patron, il était né en Autriche, il avait été caporal pendant la Grande Guerre. Moi, ça m'effraie, ça. Si les Allemands font le réseau routier, c'est qu'il y a un problème à la tête à Berlin. C'est sûr. C'est sûr. Mais est-ce qu'ils n'envisagent pas simplement d'intervenir sur le plan aérien en soutien aux forces, de ce qu'il en reste des forces ukrainiennes, tout simplement? C'est pareil, ils ne peuvent pas, parce que la problématique aujourd'hui, on a une centaine de Rafales de l'armée de l'air qui sont à disposition pour nous. Je ne sais pas à combien les Britanniques en sont avec leur Typhoon, mais bon, c'est des choses, voilà, on est vraiment sur le minimum. Qu'est-ce qu'on va aller engager des appareils contre des S-400 russes? Je parle même pas des avions russes, hein, je parle contre la DCA russe. À quoi ça va servir? Enfin, je veux dire, les opérations comme ça, encore une fois, c'est que de la com. Parce qu'à la fin, on va regarder les choses géographiquement. Les avions, ils vont décoller d'où? Ils vont décoller de, je sais pas, de Luxeuil, Nancy, Épinal, tous les compagnies. Il va falloir qu'ils traversent toute l'Europe orientale. Alors, on va nous dire, oui, mais ils peuvent être prépositionnés en Pologne et compagnie. Oui, mais combien? Parce qu'il faut peser dans le game. Il ne faut pas dire, j'envoie des avions si tu envoies 4 avions. Ça ne va rien changer, 4 avions. Si tu veux peser dans le game, il faut que tu en envoies minimum une bonne quarantaine pour que ça soit quand même conséquent, qu'il y ait quand même une épaisseur. Et on n'a pas les moyens logistiques de déployer 40 appareils Rafale sur le territoire ou de la Pologne ou de la Roumanie ou ce genre de choses. Et c'est même pas dit d'ailleurs. Là, les Polonais ont accepté avec les histoires factices de drones qu'on ait 4 appareils, je crois, qui sont déployés en Pologne aujourd'hui. Et c'est tout. Parce qu'après, il n'y a pas assez de logistique, il n'y a pas assez de moyens. Donc, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les gens ne connaissant rien à l'état de nos forces armées, et j'en profite pour dire à nos auditeurs que ce soir, je suis invité à faire une conférence en live par le collectif PPLV, la Police pour la Vérité, qui s'est créé pendant les Gilets jaunes, pour revenir sur cette problématique que j'avais développée avec Veille Stratégique de l'état de nos forces armées. Oui. On est dans une situation terrible. Terrible. Tous les rapports le disent. C'est même pas moi, avec stratégique, avec les gens diraient mon biais soi-disant pro-russe ou tout ça. Non, les gens sérieux, y compris des généraux qui sont passés chez Alain Juillet il y a encore 6 mois de ça, avec rapport du Sénat en main, disent que voilà, on va tenir 15 jours avec des unités au sol, qu'on n'aura pas assez de munitions, qu'on n'a pas assez de logistique, etc. Donc tout ça, c'est de l'incantation pour servir tout ce narratif de la trouille, avec donc tous ces éléments soit récurrents, soit supplémentaires, comme les déclarations de l'amiral italien hier. Mais au final, il n'y a pas les moyens d'agir. C'est ça qu'il faut comprendre et qui est catastrophique. Et qui dit bien, je n'ai eu aussi de cesse de le dire ici, il faut faire de telle sorte à ce que nos forces armées soient restructurées, soient remises à niveau, etc., etc. Il faut bien évidemment voter des budgets en conséquence, mais il ne faut pas le faire avec le pistolet d'une peur complètement imaginée, hein, complètement fantasmée sur l'attente. C'est pas comme ça qu'on doit réfléchir.
Si on réfléchit comme ça, on ne réfléchit pas. Et on comprend bien que le but du jeu, ce n'est pas de nous faire réfléchir, c'est de nous tétaniser et pour qu'on sorte notre épargne de nos coffres-forts. Bon, ben voilà, donc là, c'est plus comme ça qu'on doit réfléchir sur la restructuration réelle, nécessaire et sérieuse de notre armée. C'est pas possible. C'est pas possible. Restructuration de l'armée, impossibilité finalement d'aller sur le terrain, inéluctable défaite ukrainienne, négociations qui accélèrent. Quelqu'un comme Thierry Messant, vendredi, disait non seulement le régime de Zelensky va tomber, mais c'est l'Europe aussi et les régimes européens qui l'ont soutenu, qui vont être extrêmement fragilisés et qui vont tomber à leur tour. Est-ce que tu es aussi optimiste qu'un Thierry Messant, par exemple? Ah bah oui, ah bah oui, ah oui. Ah oui, parce que ce soit Thierry Messant que j'ai eu le privilège de rencontrer au début des années 2000 suite à la problématique du 11 septembre, ou que ce soit Emmanuel Todd, ils vont tous les deux dans ce sens-là, et nous aussi on en est persuadés dans le collectif de veille stratégique. C'est que ce surinvestissement, y compris d'abord en termes de communication, puisqu'on ne parle finalement que de communication depuis des mois sur ce que fait l'OTAN, sur ce que fait la France, la Grande-Bretagne, la coalition des volontaires. Dans les faits, il ne se passe rien, sauf dépenser du pognon, mais militairement, il ne se passe rien. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, on s'est surinvesti dans cette cause. En plus de ça, je l'expliquais au début, de manière lamentable d'un point de vue intellectuel, si on avait vraiment voulu aider l'Ukraine, bon. Et donc, si l'Ukraine perd, si Zelensky perd, alors déjà, le numéro 1 de ceux qui vont être en ligne de mire, c'est Macron. Il sait tellement. Alors lui, Oui. Volodymyr, je t'aime, Volodymyr, viens contre moi. Bon, lui, il en a déjà tellement fait, même rien que sur ce plan-là, que bon, c'est sûr, c'est fini pour lui. Hein. Alors, il peut nous faire tout un tas de coups pendables en attendant que ce soit terminé, peu importe, mais toute l'Europe de l'Ouest, notamment, France, Allemagne et Grande-Bretagne, vont se prendre des claques dans la figure au niveau de la classe politique. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on en voit certains très prudemment commencer à sortir du bois et à virer leur cutie. Hein, les résistants de septembre 44 sont en train d'arriver. Je pense à Luc Ferry, je pense à Pierre Lelouch, etc. Hein, on en voit pas mal qui commencent. Ils vont jouer les héros sur les barricades comme en septembre 44. J'espère qu'ils tomberont personne, en tout cas pas moi, puisque j'ai déjà plus de cheveux. Bref, on les a bien attendus pendant des années pour dire la même chose que nous et nous aider à ne pas être cornérisés comme nous l'avons été, ce qu'on évoquait au début de cette émission. Mais il ne faudra pas qu'ils essayent de nous voler la probité qui était la nôtre et certainement pas la leur. En nous disant oui, mais on le pensait, mais on n'osait pas le dire. Bon, dans ces cas-là, tu te tais maintenant. Donc, on en voit quand même pas mal qui bougent là-dessus. Hein. Les rares qui ont été constants, c'est des gens comme Florian Philippot tout à l'heure, François Asselineau, des gens à gauche, mais les gens là dont je parlais tout à l'heure du PRCF à gauche. Des gens là, alors j'ai été étonné que Mélenchon prenne une posture enfin un peu plus intelligente, mais j'oublie pas ce qu'il a dit au début de la guerre en Ukraine pour non mais moi Poutine je le connais pas hein, parce que on peut en nommer certains qui ont fait du comment que ça s'appelle du Saint-Pierre au matin de la Passion hein. On en a quelques-uns aussi qui nous ont fait du Saint-Pierre. Jésus, ah non je sais pas, I don't know, c'est pas un ami. Hein, les Zemmour, les Mélenchon, etc. Poutine, ah non, je ne connais pas. La Russie non plus, je ne connais pas. On n'oubliera pas non plus ces gens-là. Mais donc, on voit qu'il y a déjà des gens au niveau de la classe politique, quelques-uns aussi au niveau médiatique, hein, puisque CNews, par exemple, en faisant venir l'ancienne patronne de RT France depuis un moment sur ses plateaux, on voit qu'eux aussi glissent vers un narratif beaucoup moins débile en faveur de Zelensky et compagnie. D'ailleurs, il faudra comprendre ensuite pourquoi aujourd'hui CNews est en ligne de mire de l'Élysée depuis hier soir notamment. Il faut comprendre toutes ces logiques-là. Ce n'est pas juste s'attaquer à Pascal Praud. Je veux dire, s'attaquer à Pascal Praud, Bernard Tapie l'a fait, ça suffit. On arrête. Il ne faut pas taper des gens aussi fragiles moralement et intellectuellement. Bon, déjà, le mec, il est supporter du FC Nantes. Bon, allez. Voilà. Hein, on le laisse
on le laisse avec son AESH et puis il nous fout la paix. Mais voilà, donc on voit qu'il y a quand même un glissement, que des gens ont compris que ça allait pas aller plus loin que ça. On voit aussi dans l'armée française, du coup, d'anciens généraux de très haut rang, comme l'ancien général chef d'état-major Villiers, qui prennent aussi des positions contre ce que dit Mandon et compagnie. Donc les gens sentent que le vent du boulet approche et commencent à dire comment on va préparer demain, parce que effectivement Macron, ça va être une catastrophe. Starmer aussi, la Grande-Bretagne est fragilisée à un niveau inimaginable. Il n'y a qu'à regarder les scores que fait, ce que ferait Farage dans les sondages si on les écoute. Et puis c'est pareil, Merz, je rappelle, c'est le chancelier le plus mal élu de toute l'histoire de l'Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc il n'est pas en situation de force. Donc tous ces gens-là vont être bousculés parce que la situation dans laquelle ils nous ont plongés économiquement est catastrophique. Voilà. Et que la défaite de l'Ukraine engendrera leur défaite politique à eux. Ça, j'en suis. Alors là, Emmanuel Todd le disait dans son bouquin qui remonte maintenant il y a plus de 2 ans, et j'en étais déjà bien convaincu, et je ne m'étonne absolument pas que Thierry Meyssan les redit. Et je crois, si j'ai bien lu ce qu'il a dit, qu'il pensait d'ailleurs que ça allait vraiment enfin permettre de déboucher sur pas de déboucher sur ce monde multipolaire, mais que nous, Européens, on allait enfin déboucher dans ce monde multipolaire qui se construit autour de nous. Et donc, il faut toujours prendre ça. Qu'il fallait réfléchir à notre avenir, qu'il fallait réfléchir à ce que nous allions faire, à penser le monde de demain, enfin, sans ces boulets. C'est ça. Donc, il va y avoir une espèce de grand nettoyage, là. Je ne sais pas si ce sera avec Homo Machine ou Persil, mais enfin, il va y avoir un grand nettoyage qui va s'opérer tout seul. Au départ, et puis ensuite il faudra bien évidemment que les gens qui ont toujours été dans la résistance à ce système puissent, comme disait Florian Philippot tout à l'heure, s'unir et réfléchir dans une situation qui ne sera pas comme celle de 1944-45, mais on le dit avec Georges Kuzmanovic, on le dit donc avec aussi Florian Philippot et tous ces gens-là, il faut un CNR bis pour remettre ce pays sur les rails, et que toutes les forces politiques souverainistes s'unissent pour y réfléchir ensemble, comme ça a été le cas pour le programme du CNR en 1943-44. Et puis voilà. Oui, parce qu'il y a il y a aussi le fait que, on y revient, tu en as déjà évoqué quelques mots, mais si le régime de Zelensky tombe, il sera aussi tombé pour des questions de corruption. Et que cette corruption, elle atteint peut-être aussi en retour ceux qui ont donné les subsides pour l'Ukraine. C'est ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait eu des gens de ce côté-ci. Je veux dire, imaginez que le cas de Hunter Biden serait un cas isolé, c'est méconnaître ces mondes-là et ces milieux-là. C'est évident qu'il y a d'autres gens, bien sûr aux États-Unis, mais partout dans l'Union européenne. Et moi, je pense que, parce qu'on parle de Merz, Macron, Starmer, etc., mais Madame von der Leyen, elle, c'est la tonte, elle est possible. Elle est possible. Moi, je serais elle, je partirais tout de suite. Parce qu'elle, c'est pas que l'Ukraine, c'est l'Ukraine, c'est le Corona Circus et compagnie. Là, on en a assez goûté. Et l'Union européenne va s'effondrer. Moi, j'ai adoré la sortie de Varoufakis sur les sanctions économiques et la Russie. Je sais pas si tu as entendu, mais c'était énorme. Non. Varoufakis, il a dit avec un petit sourire en coin, si on avait voulu anéantir l'économie russe, il suffisait de les faire rentrer dans l'Union européenne. Oui. Oui, j'ai entendu. Magique. Là, je l'ai dit, c'est vrai, il a raison. Pourtant, les Russes s'étaient portés volontaires, on ne l'a pas voulu, voilà. Il aurait mieux valu accepter, en effet. Oui, là, ils seraient ruinés eux aussi. Voilà. Bon, écoute, ça va faire 1h30 qu'on est ensemble, je l'avais dit, on prendrait notre temps. Donc, je pense qu'on a vraiment fait un bon tour. Est-ce que quelques mots pour ramasser tout ça en conclusion, ou au contraire, un autre sujet qui te vient à l'esprit Non. Pour ramasser en conclusion, comme tout ce que j'ai déjà dit à chaque fois qu'on a abordé ces thématiques,
en reprenant bien évidemment les propos de Saint Jean-Paul II. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas berner par ce discours alarmiste, etc. Je rappelle, on pourrait faire une espèce de rétrospective, pas seulement de mes interventions ici depuis l'année dernière, mais sur tout un tas de médias depuis 2022. Comme je disais au début en parlant de ma conférence, la victoire inéluctable de la Russie, c'était entendu. Après, il fallait voir les modalités. C'était là qu'il y avait éventuellement des deltas de manœuvres pour l'Ukraine. Et surtout, ne vous aveuglez pas, parce que les gens, ils vous disent on va faire la guerre, on va faire ci, on va faire ça. Alors, je sais bien que tout le monde n'est pas versé comme moi dans l'art de la guerre, dans l'étude des armées, même aujourd'hui et compagnie. Mais à la rigueur, demandez-leur, mais on en est où de nos moyens? On en est où de nos forces militaires? Voilà, quand on voit là le cirque sur l'histoire de la conscription volontaire avec, pour commencer, 3000 jeunes et compagnie. Mais enfin, c'est du grand n'importe quoi. Alors qu'en même temps, le gars vous dit à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils vont même pas augmenter le budget de l'armée pour l'année prochaine, tellement on est à l'os. Enfin, tout ça, c'est de la com, laissez-la passer, comprenez bien que ça les sert, eux, pour vous foutre la trouille avant toute autre chose. Et que les Russes, qui eux ont ressenti là seulement cette année, vous imaginez l'économie russe, il a fallu attendre la 3e année de guerre pour qu'elle commence à ressentir les effets de certaines sanctions, je dis bien seulement certaines. Elle n'est toujours pas une économie de guerre, comme le dit Jacques Sapir, mais une économie en guerre, ce qui signifie qu'il n'y a aucune chaîne de production civile qui a été transformée en chaîne de production militaire. C'est ça le déclic pour les observateurs, pour comprendre, quand on parle d'économie de guerre, ça veut dire que chez Ford, en 1941, on ne fabrique plus des bagnoles, on fabrique des chars ou des jeeps. Bon, là, il n'y a pas une usine de bagnoles en Russie qui a arrêté de faire des bagnoles. Ils continuent de faire des voitures ou des machines agricoles ou ce que vous voulez. Ils n'ont pas été obligés d'arrêter pour faire des T90. Donc, c'est une économie en guerre qui va encore se terminer cette année avec quelques difficultés, avec 1,2-1,4% de croissance de son PIB. Salut les copains, tout est dit. Nous, on est en récession, etc. Voilà, donc il n'y a pas de crainte, je le rappelle toujours. Le nœud de cette guerre, c'est désarmer la Russie de l'Europe occidentale. C'est fait, c'est fini, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc les États-Unis ne surenchériront plus, au contraire, dans cette affaire. Donc, sans le Yankee qui nous domine depuis 1970, eh bien, il n'y a pas de risque que ça dégénère, puisque lui, il a décidé que dégénérer, ce n'était pas dans ses intérêts. Voilà. Il a obtenu la casse nécessaire de nos économies qui lui faisaient tellement peur depuis qu'elles étaient arrimées à la Russie depuis 20 ans. Donc maintenant, lui, business as usual, on reprend le business ensemble et sur votre dos et au revoir. Voilà, c'est fini. Bien. Est-ce que tu as vu la fiche de The Economist 2026 ? Non, pas encore. J'ai pas encore regarde, fait... parce que c'est un monde en ébullition, mais c'est 2026, donc à la fois les 250 ans de l'indépendance américaine, la Coupe du monde de football aux États-Unis, et c'est un joueur de foot qui met un grand coup de pied dans le monde, qui se met à tourner. C'est assez intéressant, toi qui t'intéresses aussi, non pas seulement au football américain, mais au football tout court. Oui. Puis qui va m'intéresser beaucoup justement à cette Coupe du Monde par rapport à celle de 94 pour voir si les efforts monumentaux faits par la FIFA pour que le football, le soccer s'installe aux États-Unis ont bien fonctionné ou pas. Voilà. Ou pas. Très bien. Eh bien, écoute, c'était une joie, un Sylvain Ferreira de gala. C'est un peu ce qui ressort du chat, un florilège du grand Sylvain Ferreira. C'est ce qui était écrit, j'en ai même passé 1 ou 2 messages. Très bien. Parfait, écoutez, merci. N'oubliez pas donc pour ce soir, ceux qui veulent, il y a le lien sur mon compte X pour la conférence sur l'état de nos forces armées. Il y a quelqu'un qui m'interviewe et puis ensuite on peut poser des questions.
pour aller plus loin par rapport à ce qu'on a évoqué. Et puis donc ceux qui veulent venir voir ma conférence auprès de la section égalité et réconciliation le 13 décembre, vous êtes aussi les bienvenus, malgré Madame Alla Poédie. Voilà. Hey, malgré Madame Alla Poédie. Très bien. Eh ben, c'est parfait. Un grand merci, Sylvain. Excellente journée à toi. La semaine prochaine, cette fois-ci, c'est sûr, il a confirmé, vous aurez Sylvain Ferreira et François Martin à un moment donné ensemble. On reconstituera à 3 le gang des chauves. Ça va faire plaisir. Voilà. Allez, merci, à la semaine prochaine. Au revoir. Salut, au revoir.